Le cercle RH est un grand entretien pour parler d'un sujet qui nous tient tous très à cœur, évidemment, parce qu'on court après chaque jour le bonheur. Pas le bonheur uniquement dans nos cœurs ou dans nos familles, mais le bonheur dans la société et plus précisément en entreprise. On va parler évidemment de ce concept qui est d'ailleurs bien plus qu'un concept, parce qu'il y a des organisations qui implémentent cette idée du bonheur, de l'altruisme, de la bienveillance, et on va en parler avec Alexandre Josse. Bonjour Alexandre. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Vous êtes déjà venu nous rendre visite, fondateur délégué général de la Fabrique Spinoza. Alors, vous venez souvent nous parler de vos études, vous êtes venu d'ailleurs avec un travail là, sur la santé positive, mais quand même quelques mots sur vous, parce que derrière cette Fabrique Spinoza et toutes les structures, on va en parler, emboîtées les unes dans les autres, avec les bénévoles, avec les associations, les entreprises, on ne sait pas trop qui vous êtes, et quand on regarde votre parcours, centralien, Berkeley, je veux dire, vous aviez globalement, et puis une partie de début de carrière toute tracée. Bon, vous étiez parti pour avoir un très très haut poste dans une très très grande entreprise du CAC 40. Moi, je me demande, à quel moment le train a déraillé? À quel moment vous avez changé de route? Pour la fin de l'histoire éclaire le début. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, 45 ans demain d'ailleurs. Il y a beaucoup d'anniversaires là. Et je suis marié, amoureux, j'ai deux beaux enfants et je suis quelqu'un de joyeux. Et c'est ça qui, il y a 20 ans, m'a donné envie d'explorer autre chose. J'avais des déséquilibres neurochimiques positifs où tout d'un coup, je me mettais à avoir chaud et à être très heureux, très joyeux, et ça m'a donné envie de comprendre pourquoi. Donc j'ai commencé à organiser des dîners avec des amis, avec des experts du bonheur, des sociologues, des sexologues, des maîtres de méditation, des statisticiens. Là, vous commencez à changer de route, là. Oui, des neuro... Non, c'est vraiment amical, 25 copains qui se retrouvent. Oh, mais c'est le début, là. C'est le début de... Ça. Et puis à un moment, je me dis, mais en fait, il y a une science du bonheur qui est absolument fascinante. Et il faut la faire atterrir à un endroit où elle peut avoir un impact auprès des décideurs économiques, politiques et des décideurs de leur vie, qui sont les citoyens. C'est là que je crée la Fabrique Spinoza, en me disant que, il y a une manière d'examiner les grands sujets de notre monde de manière plus enthousiasmante. Si on interroge, le monde, l'économie à l'aune du bonheur, on produit une réflexion différente. Alors, un petit passage chez Mars. Bon, là, je ne sais pas si vous aviez des bouffées de chaleur, de bonheur. Bon, c'est là que je les avais. Ah, c'est là que vous les aviez? Devant des fichiers Excel, sans aucune raison. Et là, vous aviez quoi? C'était des bouffées d'angoisse ou des bouffées de bonheur? Non, sans aucune bipolarité. C'est simplement, je me suis demandé qu'est-ce qui, dans la vie d'un individu, inséré dans une organisation et plus largement dans une société, pouvait susciter de la joie et plus largement du sens. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que vous entamez ce que vous venez de nous raconter, c'est-à-dire une réflexion d'abord personnelle, puis ensuite vous jetez pour créer cette Fabrique Spinoza. Et puis vous participez au rapport Attali 2 sur l'économie positive. Oui. J'ai vu que récemment, là, vous êtes rentré au comité de management du MEDEF. Oui, innovation managériale sociale du MEDEF. Là aussi, on a le sentiment chez vous que, non pas que vous cherchiez à imposer votre idée du bonheur, mais que vous dites, je veux que cette idée percole, soit diffusée. C'est ça votre idée? Moi, je suis persuadé que les mots sont des passerelles plutôt que des murs. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de tendre la main avec des termes qui sont enthousiasmants. Et pour parler de la commission Attali 2, ce qui m'a donné envie d'en faire partie, c'est l'équilibre entre l'institutionnel et le punk. C'est se Clairement. Dire d'un côté... L'altruisme dans l'économie. Oui, c'est ça. On avait le chef d'état-major de l'armée de l'air qui était membre de la commission, Henri Lachmann, etc. Et puis... Schneider, Lachmann. C'est ça. Ouais. Voilà. Et en même temps, la possibilité de déployer une idée sur une économie fondée sur l'altruisme. Et pour donner un exemple du caractère non éthéré de la chose, c'est que, je cite souvent cet exemple, si on demande à des gens de jouer à un jeu de gestion de forêt, et qu'un premier groupe, on leur dit ce jeu s'appelle Wall Street, le deuxième groupe, on leur dit ce jeu s'appelle le jeu de la communauté, dans le deuxième cas, 2 fois plus de joueurs coopèrent entre eux. On n'a rien changé, ni le plateau, ni les règles. Juste par le mot. Juste par le mot. Et c'est pour moi ça l'illustration du fait que le cadre crée le comportement. En d'autres termes, parler de l'économie de l'altruisme ou d'économie positive, ça paraît surprenant, mais il y a des effets auto-réalisateurs. Et puis là, quand même, une des propositions résultantes de cette commission, c'est quand même en avant-garde 5 ou 7 années plus tôt, c'est de penser le concept d'entreprise à mission et de transformer
l'article 2, article 33, alinéa 2 du Code civil définissant l'entreprise. Donc, je pense que des termes aussi inattendus que le bonheur sont susceptibles de réenchanter notre monde et la manière dont on envisage les thèmes de société. Donc vous contribuez à votre manière, à travers vos actions, à transformer finalement ou à même à révolutionner l'entreprise de l'intérieur. Parce que c'est un peu ça, quand vous dites punk, il y a chez vous une forme de radicalité joyeuse. Oui, tout en étant un passeur. Je pense qu'on a toujours son histoire personnelle. Moi, je suis très docile parce que j'ai pas pu faire ma crise adolescente. Ouais, vous êtes en plein dedans, quoi. Et en même temps, je sens beaucoup de liberté et je pense que le ton est important autant que le contenu. Et arriver dans une entreprise en ayant du contenu scientifique solide, robuste et en même temps une liberté de ton un peu joyeuse, c'est comme ça qu'on donne envie aux individus et aux organisations de se transformer. Alors, vous avez fait des travaux, le plus récent, c'est Santé Positive, vous l'avez avec vous, mais vous avez travaillé sur le télétravail, le Chief Happiness Officer. Ça, c'est des travaux que vous aviez rendus. Moi, je voulais vous poser une question, parce que vous avez un regard extrêmement panoramique, parce que vous parlez à travers l'Observatoire Spinoza aux décideurs politiques, aux citoyens. Vous avez l'action Spinoza sur les organisations qui veulent vous accompagner, vous implémenter, puis vous avez la communauté des passeurs, là c'est des citoyens. Concrètement, comment on a pu en arriver là? On est aujourd'hui dans un système, là, au moment où on se parle, où on a près de 5 millions de chômeurs, et on a 1 million d'emplois non pourvus, et avec des gens qui ne se parlent plus, c'est-à-dire des salariés qui disent « moi je ne veux plus rentrer dans l'entreprise », des entreprises qui disent « on aimerait bien vous avoir, mais on n'arrive pas à vous attraper ». C'est la conséquence de quoi cette situation? Moi je pense que ça sera d'ailleurs notre sujet d'étude en 2023, on l'appelle, qui va durer entre 6 mois, enfin 1 à 3 ans. C'est donc un sujet de préoccupation majeur pour vous? Tout à fait, et on l'a intitulé « Territoire et mode de vie heureux ». Et moi, mon diagnostic, il est simple, c'est que après 2 ans de pandémie, on a redessiné nos préférences et nos besoins. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'on a goûté à autre chose, c'est qu'on a en profondeur transformé notre manière de voir le monde et nos aspirations. Et en conséquence, eh bien, le sens qui était sujet d'une fracture générationnelle entre les bons soldats comme moi et comme vous, génération X, et puis ceux d'avant, les nouveaux Y et Z qui... Moins bons soldats, enfin qui prennent du recul. Exactement, libres et avides de sens. Eh bien, cette fracture, elle s'est résorbée. On a tous aujourd'hui besoin de faire notre crise de sens. Et donc, s'être interrogé sur notre couple, nos enfants, notre ville, notre entreprise, notre place dans le monde, eh bien, Socrate nous dit, un homme connaît la valeur de sa vie au moment de mourir. Et bien aujourd'hui, on le fait maintenant. Et donc, la réconciliation difficile entre l'entreprise et l'individu, elle est notamment sur une vision différente de l'écologie et du sens. Et on en est là aujourd'hui, et c'est la réflexion que vous allez porter l'année prochaine, parce que c'est quand même, je trouve, un phénomène de société. Pour terminer sur ce point, est-ce que vous iriez jusqu'à dire finalement qu'à travers cette espèce d'examen de conscience à mi-parcours, Covid oblige, c'est aussi une remise en question de l'entreprise telle qu'on l'a connue au XXe siècle? Oui, j'en suis persuadé, tout en ayant du mal à faire la part des choses entre l'observation et le désir. Ouais, c'est ça. Vous voyez qu'il y a de la radicalité chez vous. Oui, il me semble que la vision d'une entreprise qui est uniquement là pour faire du profit, aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Et qu'en conséquence, eh bien, on a l'obligation de réinjecter du sens ou de le susciter aux différentes étapes. Pour donner une idée, bon, c'est un peu tarte à la crème et j'admire pas le garçon, mais Elon Musk, quand il présente le lancement de la Tesla Model 3, il prend 9% de son temps de discours pour expliquer le pourquoi. Et en fait, aujourd'hui, on peut quand même se demander, quelle proportion du temps post-pandémie on passe à s'interroger sur notre sens. C'est vrai. Deuxièmement, la mettre en œuvre. Et puis, le manager, lui, quelle est sa proportion de son temps. Et tout en évitant l'injonction qui serait trop lourde, que ça soit au manager de tout faire. Non, 63% des individus, d'après une enquête de Deloitte appelée Sens Interdit, rappellent que le sens est une co-émergence. Une co-émergence.
D'accord. J'ai mélangé deux chiffres. En fait, ils disent que c'est le rôle du manager prioritairement, mais ils sont 30% à dire que c'est une co-émergence. D'accord, parce que la proportion me semblait très importante. Juste un mot, parce qu'on va parler de la santé positive, puisqu'on a parlé de l'économie positive et de l'altruisme, et là vous avez un document qui ressemble presque à un bottin sur la santé positive. Une œuvre d'art, une œuvre d'art. Alors, montrez-nous, parce que oui, c'est un caducé en fait. Je sais. Oui, c'est un caducé pour rappeler que nos corps ont été maltraités. Et que la santé mentale tout autant que physique. Comment va votre dos après être assis toute la journée sur une chaise ainsi? Eh bien, que finalement, le corps et les émotions ont besoin d'être replacés au centre dans une existence qui est bouleversée. Et si au moins on préservait cela, voilà. Alexandre Georges, je vais faire l'avocat du diable, mais Adam Smith, qui est cité d'ailleurs dans l'introduction du rapport sur l'économie positive de Attali, dont vous avez parlé, 2012. Alors, il est cité comme le théoricien du libéralisme, et il dit, mais attendez, un boucher ou un boulanger, il ne me donne pas ou ne me vend pas du pain par altruisme pour me faire plaisir et nourrir ma famille, il vend du pain, et c'est sa phrase exacte, pour son propre intérêt. Donc, il repose la base de l'économie capitaliste et libérale, qui est de dire, après tout, chacun voit son propre intérêt et va générer sa valeur en échangeant avec l'autre. Là, on est en train de repenser le modèle intégralement quand on pense le capitalisme sous une forme altruiste, bienveillante, où c'est d'abord le bien-être de l'homme qui doit être placé au centre. Je me fais l'avocat du diable. Hein. Oui, bien sûr, mais dans un livre coécrit par Christophe André et Rebecca Shankland qui s'appelle La puissance des liens et qui parle de l'interdépendance, il y a une expérience qui a rapporté où une personne est face à une montagne assez pentue et doit évaluer l'angle de la montagne. Et lorsque une personne vient juste se poser à côté de celle-ci, eh bien l'angle estimé diminue. Et je pense qu'on est face, parce qu'il y a la présence de l'être humain, on est face à une montagne à gravir, en termes sanitaires un peu moins, en termes économiques un peu moins, mais en termes géopolitiques, en termes de sens, etc. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a une prise de conscience plus ou moins forte de notre interdépendance. Nous pensons qu'on est le résultat de notre propre mérite. Jusqu'à l'oreiller sur lequel vous dormez, il a nécessité la collaboration de milliers de personnes. Et donc ce sentiment d'interdépendance, je pense qu'il est susceptible de transformer l'organisation, parce qu'on voit qu'on aide son collègue un jour, on est aidé le lendemain quand on est dans du nesting et qu'on arrive, ou du syndrome de cabane et qu'on n'arrive plus à sortir de chez soi. On s'aperçoit aussi que cet altruisme est générateur de performance collective. Donc le message le plus fort auquel je crois, c'est qu'il n'y a plus besoin de démontrer le paradoxe d'épanouissement et de performance, mais plutôt qu'on voit que des cercles vertueux s'alimentent. Et donc, on a un nouveau modèle d'entreprise, mais de société à imaginer. Mais encore une fois, ce qui est intéressant dans votre démarche, vous qui venez de l'entreprise, des grandes entreprises, on l'a évoqué tout à l'heure, et qui avez totalement changé de route, c'est quand même l'intérieur des hommes qu'il faut transformer. C'est pas uniquement les organisations et les systèmes, parce que c'est la nature profonde de l'homme, non? Enfin, c'est un vrai travail de chamboulement quand même. Non, mais je sais pas, organisation ou c'est l'homme qu'on change? Je suis désolé de dire ça, mais si je devais choisir, ce serait l'homme. Parce que de l'homme résulte le système. Hein. Bon, c'est une vision du monde, mais il y a quand même des organisations telles Imatech qui accordent un droit au coaching individuel, qui forment à la communication non violente, qui font découvrir les bienfaits de l'altruisme, parce que de cela se transforment les relations. Après, il faut aussi former des managers à un type de management qu'on appelle serviteur. Et puis, il faut qu'une organisation, elle rénove sa gouvernance, elle fasse appel à une transformation en entreprise à mission. Donc, on a besoin, et enfin, on a besoin des pouvoirs publics. Nous, on est par exemple à soutenir l'idée que lorsque un individu devient cadre, eh bien, il doit être formé à la qualité de vie au travail. On défend l'idée que l'auto-évaluation de l'entreprise sur la QVT est nécessaire. On défend l'idée. Il y a déjà des outils quand même. On est aux prémices, mais il se passe des choses quand même. Oui, dans le dialogue social. Aujourd'hui, ça fait partie des négociations annuelles obligatoires. Exactement. Et peut-être les propositions les plus folles que l'on porte, ça serait de dire que à chaque stade de changement d'échelle d'une organisation, 10, 100, 1000 et ainsi de suite, le comité de direction devrait se former aux grands enjeux sociétaux sur un temps long qui est de l'ordre de la semaine. Et donc, en fait, il y a des crantages dans le développement des entreprises
qui sont susceptibles de la faire bouger vers entreprise à mission au sens large. Mais c'est peut-être pas la fin du capitalisme, mais c'est peut-être la fin du capitalisme ultralibéral, puisque c'est peut-être ça que vous dénoncez. Parce qu'on découvre ici sur ce plateau beaucoup d'experts qui nous disent, mais de plus en plus on externalise d'ailleurs les process. Il y a beaucoup de plus de salariés qui veulent devenir des indépendants, c'était le titre qu'on découvre, c'est-à-dire les salariés rêvent d'ailleurs. Et l'ailleurs, c'est peut-être aussi l'indépendance. C'est aussi l'idée de ne plus être relié par un lien de subordination, mais d'être dans l'indépendance, l'artisanat, je dirais, presque du Moyen-Âge. On était des petits artisans et on travaillait pour une plus grosse structure. Est-ce qu'on ne va pas vers ça, finalement? Un démantèlement des grandes entreprises? Alors, oui, s'il n'y a pas un changement radical double de l'entreprise et de l'individu. Effectivement, je cite souvent une étude d'un assureur au centre du premier confinement en mars 2020 qui révèle que les individus se sont sentis plus libres, bien que confinés, que après ou avant le confinement. C'est incroyable, ça. Le manager n'était plus sur leur dos. Et de cela risque de résulter une vision d'intérim de l'entreprise. C'est ça. Là, c'est les tripes qui vont parler. Moi, j'ai très peur. J'ai très peur parce que je ne suis pas certain qu'on puisse contrebalancer ces liens sociaux de l'entreprise par des liens de proximité si les gens télétravaillent ou télétravaillent de proximité dans des tiers-lieux. Et pour utiliser des phrases un peu fortes qui sont surprenantes, je pense que l'entreprise est un lieu de mixité, j'allais presque dire républicain. Alors ça n'a pas de sens de dire ça, hein, c'est un lieu capitaliste l'entreprise, mais pour autant, on n'a plus tellement d'endroits dans un monde où le service militaire n'existe plus, où l'école perd sa mixité sociale, où on collabore, on coexiste avec des gens qui sont différents de soi. Et si on perd ça, eh bien, est-ce qu'on va réussir, et je l'appelle de mes voeux, eh bien, au pire, à construire une fraternité de proximité, un vivre ensemble de proximité ou en ruralité. Et je terminerai là-dessus, sur ce point-là. On va travailler sur les territoires heureux et modes de vie en 2023 parce que dans les analyses que j'ai lues, eh bien, on interroge l'efficacité, on interroge la viabilité de l'entreprise, mais on n'interroge pas la qualité des relations humaines qui résultent localement. On avait préparé un titre sur le télétravail qu'on découvre, la clé du bonheur. Alors on a mis un point d'interrogation, mais là vous me douchez un peu parce que je pensais que vous alliez développer l'idée que le télétravail était quand même un outil formidable en termes de réduction des émissions de CO2, en termes de capacité de pouvoir gérer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et vous me dites, je parle avec mes tripes et j'ai peur que ça casse la machine. C'est le verre à moitié vide, verre à moitié plein. Il y a eu du positif avec le télétravail tout de même, non ? En fait, à la fois, on a des arguments scientifiques qui sont que le lien humain est ce qui fait le sel de l'épanouissement. Ouais. Je citais avec vous, Arnaud, l'étude Grant, une fois, qui est la plus longue étude sur le bonheur et qui montre que ce qui rend la vie, c'est les liens humains. Mais je crois que je n'arrive pas à me détacher de la conviction qu'on a besoin d'être ensemble pour être bien et pour construire aussi. On ne fait pas une cathédrale en télétravail. Et même une cathédrale symbolique. Et vous savez, 70% des informations échangées dans une journée le sont de manière informelle, le sont de manière sérendipitaire. On en parle dans notre étude sur les nouveaux espaces de travail. Donc je n'arrive juste pas à imaginer ce nouveau mode d'existence tout en étant confronté à l'intérieur même de la Fabrique Spinoza à des jeunes qui n'ont jamais connu que ça et qui ne comprennent pas que l'on puisse demander chez nous, on est à 4 jours de présence physique pour 1 jour de télétravail. Et donc je vois bien ce hiatus et je vois bien aussi cette expression qui m'a marqué aux États-Unis, le télétravail est le new sign-in bonus. Voilà, le bonus quand on rejoint l'entreprise. Mais peut-être qu'il y a un côté un peu paternaliste, mais il me semble que, vous savez, il y a une phrase des économistes Stevenson et Wolfers dans un article qui s'appelle « Mal prédire son utilité future », qui est qu'on est des très mauvais prédicteurs de notre épanouissement à venir. En d'autres termes, d'après les neuroscientifiques, on fait du nexting, c'est-à-dire qu'on arrive à voir ce qui va arriver en continuité d'aujourd'hui, demain, mais on n'arrive pas à prédire les effets des ruptures. Et le télétravail, on est en plein dedans là. On est en plein dedans. Ouais. Et je pense que l'effet subjectif
de travailler ailleurs, de mal voir ou peu voir ses collègues, on n'en apprend pas la profondeur sur notre constitution humaine. On n'a pas assez de recul, je suis entièrement d'accord, pour faire écho à votre rapport sur la santé positive. On n'a pas encore ce recul pour savoir si ça a impacté notre mental. Avant de nous quitter, parce que vous l'avez évoqué, vous avez travaillé sur le télétravail, mais vous avez aussi travaillé sur les espaces de travail. Oui. Alors ça, c'est un sujet qui vous tient très à cœur à la Fabrique Spinoza. Là aussi, qui reste dans l'esprit qu'il faut garder des espaces, mais évidemment, c'est plus les espaces qu'on a connus dans des box, avec des open space. C'est plutôt c'est quoi ? On crée une nouvelle forme de convivialité et donc on sauve l'entreprise de cette manière. Aujourd'hui, moi j'aime bien dire que le travail est historiquement un travail productif individuel, qu'il est passé ensuite à un stade collaboratif avec l'arrivée de l'informatique, puis à un stade ultra collaboratif probablement à l'aune du XXIe siècle. Et que là, on conserve cette ultra collaboration, qui est que les individus dans des espaces de travail ont besoin de pouvoir trouver un lieu où se rassembler très rapidement à quelques mètres, sans avoir à réserver une salle de manière complexe. Et deuxièmement, à la quatrième ère, qui est l'ère de la convivialité, où les gens ne reviendront pas au travail si c'est pour être seuls, parce que le planning collectif du télétravail désaligne les présences physiques. Et du coup, notre prochain thème de travail, c'est le digital vertueux. S'interroger comment le digital, l'hybride et le digital peuvent être des forces positives. Notre sous-titre, c'est un digital qui apaise, développe et unit. En d'autres termes, comment est-ce que je convoque un digital qui, en télétravail, me permet de maintenir une empathie émotionnelle. Comment est-ce que sur site, j'ai la technologie, on parle de digital intuitif. Comment est-ce que j'ai la technologie qui fait que je suis au plus près de ceux qui sont à distance ? Et puis plus largement, comment est-ce que le digital que j'ai dans ce lieu de travail, il permet de créer de la fraternité ? Et c'est paradoxal de dire ça, mais on en a quand même besoin. Comment est-ce qu'on va recréer du lien humain à l'ensemble des échelles de vie ? Tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question au début de l'émission, mais je vous la pose à la fin. Il y a une chanson qui dit « Il est où le bonheur ? Il est où ?» Mais c'est quoi le bonheur pour vous ? Pour moi... C'est quand même compliqué quand même. Mais oui, c'est parce qu'on serait 15 autour de la table, on aurait 15 définitions différentes. Oui, déjà là, on a un petit quelque chose tous les deux parce qu'on s'écoute. Moi, j'aime beaucoup venir chez vous parce que vous regardez vos notes, mais vous êtes d'abord en train d'écouter ce qui se passe. Donc, Barbara Fredrickson, elle dit une des composantes de l'épanouissement, elle dit c'est des micro-moments d'amour, c'est-à-dire véritable écoute. 2, résonance, c'est-à-dire ce qui se produit là m'affecte. Et troisièmement, émotion positive. Et c'est la plus grande scientifique mondiale que je connaisse sur le sujet du bonheur. Donc, et pour donner plus de crédit à la chose, l'OCDE le définit en 3 facettes, émotion, satisfaction et sens ou aspiration. Donc on peut arriver à appréhender un objet aussi intangible que le bonheur d'une manière qui est scientifique, bien que dialoguée avec les citoyens. Mais pour faire une paraphrase de ce que vous nous dites, si on le retranspose à la vie de l'entreprise, il faut que le manager ait la capacité de proposer des petits moments d'amour, c'est-à-dire d'écoute, de bienveillance et être traversé par ce que dit l'autre. Parce qu'une des grandes critiques des managers, c'est qu'il ne m'écoute pas, il ne me regarde pas, il ne me dit pas bonjour. En fait, vous dites le bonheur, c'est ça, c'est simple comme un échange et une écoute attentive. Alors, c'est un morceau du bonheur. Oui, bien sûr. Je parle de l'entreprise, je ne parle pas du grand bonheur. Il y a quand même rémunération, formation, cadre de travail, management, gouvernance, toutes ces choses-là. C'est pas que de l'écoute. Non, mais ce qui permet de faire atterrir, d'incarner, de matérialiser ce potentiel, c'est un moment, une relation humaine dans laquelle la question n'est pas que t'en es où de tes échéances, mais comment ça va. Et le comment ça va, il ouvre la porte à parfois trop de choses, mais à la prise en compte de l'existence de l'être humain, tout autant de comment le soutenir pour qu'il performe au mieux, même si ça n'est pas la simple finalité. C'est ce que je voulais dire, mais sans non plus que le comment ça va soit une phrase toute faite, un peu apprise en formation pour ensuite attaquer directement, tiens, montre-moi ton planning. Enfin, parfois, il faut le faire avec une forme d'incarnation quand même, le comment ça va. Oui, je m'autorise à dire ça. Je suis d'accord, Arnaud. Moi, la manière dont j'essaie de le faire dans mon quotidien, c'est me demander si j'arrive à certains moments à mettre mes collaborateurs avant moi. C'est-à-dire me dire, tiens, j'ai pas juste des objectifs à atteindre, mais est-ce que là, je peux me préoccuper de leur
conditions avant la mienne. Et c'est pas si évident que ça, mais je pense que guidé par cette question, on peut être un manager serviteur. Repousser nos propres égoïsmes, quoi. Oui, ou en tout cas trouver l'équilibre juste entre sa préservation et celle de l'autre. Hein. Pour rappel, le masque à oxygène dans un avion, on se le met à soi d'abord, donc il faut être sorti. Enfin, ça m'est jamais arrivé, mais je vous le dirai quand ça m'arrivera. Oui, mais c'est ça j'ai vu l'émission qui précédait. Ne chargeons pas trop le sac des managers. Voilà. Vous rejoignez Pierre Delbé qui dit attendez, levez un peu la pédale sur le coup de marteau sur la tête des managers parce qu'ils sont pris évidemment entre plein de cymbales. Merci Alexandre pour cet échange riche, interactif qui nous a traversé. On a vécu un petit moment de bonheur, je ne sais pas comment on peut le dire. Fondateur, délégué général de la Fabrique Spinoza, avec ses travaux qu'on peut découvrir, je pense, sur le site de la Fabrique. Là, vous l'avez amené en papier. Santé positive avec tous les enjeux, évidemment, peut-être d'ailleurs post-Covid sur les troubles psychologiques qui traversent les salariés, sans parler de burn-out. Merci d'être venu nous rendre visite. On termine notre émission, Alexandre, avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler du recrutement. Tendance 2022, non, c'est pas de la mode, c'est du recrutement. Et c'est tout de suite.